Bienvenue dans le cockpit, le podcast où l'excellence opérationnelle se conjugue avec l'humain. La réunionnite. Qui n'en a pas déjà été victime? Ou pire, instigateur malgré lui, en prolongeant la longue tradition des réunions déjà ancrées dans l'entreprise à son arrivée. Tu as sûrement déjà vécu ça. Le sentiment de perdre ton temps, tu tournes la tête et tu vois tout le monde sur son ordi, une ou deux personnes qui monopolisent la parole en parlant pendant 10 minutes sans respirer, pendant que les autres rêvent d'être ailleurs. On est d'accord, la réunion hebdomadaire qui commence avec 9 minutes de retard parce qu'il faut attendre tout le monde et où on sort en se demandant mais on a décidé quoi au fait? C'est plus possible. Il y a d'ailleurs plein de goodies qui s'amusent de ces réunions qui ne servent à rien. De type un mug avec la punchline, encore une réunion qui aurait pu être un simple email. D'ailleurs, petite idée cadeau idéale pour le Secret Santa si jamais tu as un message à faire passer. On est pile dans le bon timing puisque au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes en décembre 2025, donc à la bonne période des Secret Santa. Alors la bonne nouvelle, c'est que non, les réunions d'équipe ne sont pas condamnées à être chiantes. Bienvenue dans le cockpit, je suis Marion Voisin et aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer tes réunions en véritables moments d'alignement, de cohésion et pourquoi pas de plaisir. Mais pourquoi les réunions tournent au fiasco? Faisons un petit diagnostic ensemble. Dans une réunion d'équipe dysfonctionnelle, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Symptôme numéro 1. Les bavards monopolisent le temps. Il y a toujours une ou deux personnes qui prennent 80% du temps de parole. Certains parce qu'ils ont un gros ego et besoin de prendre de la place, certes, mais la plupart du temps, ceux qui font ça ne le font pas avec une mauvaise intention. Juste parce qu'ils ne sont pas organisés, ils pensent à voix haute, ils aiment débattre ou alors ils ont plein d'idées à partager. Mais résultat, c'est que les autres n'ont plus de place pour s'exprimer. Donc on en arrive à notre symptôme numéro 2. Les silencieux qui font tapisserie. A l'inverse, certains ne disent jamais rien. Pas parce qu'ils n'ont pas d'idées, mais parce qu'ils sont timides, ou qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir, ou encore parce qu'ils ont déjà été coupés 2 ou 3 fois par les bavards et que maintenant ils ont renoncé à participer. Résultat, tu perds 50% de l'intelligence collective de ton équipe dans les débats. Le symptôme numéro 3, c'est le multitasking généralisé. Tout le monde a son ordinateur ouvert, alors officiellement pour prendre des notes, mais en réalité on sait bien qu'on est en train de répondre aux mails, de checker Slack ou de finir un truc urgent. Et ça on l'a vu dans l'épisode 3. Le multitasking, ça détruit la concentration. Et en plus, dans le cadre d'un temps en collectif, ça détruit aussi le respect. Le symptôme 4, pas d'objectif clair, pas de traces, pas de suivi. La réunion commence, chacun a une vague idée de ce dont on va parler, mais l'ordre du jour et l'objectif ne sont pas clairement établis. La réunion se termine, on a parlé de plein de trucs, mais personne n'a vraiment noté qui fait quoi et pour quand. Résultat, la semaine suivante, on redébat des mêmes sujets, ou alors la sacro-sainte phrase « Ah bon? Mais je croyais que c'était Loïs qui devait se charger de ça ?» Ça crée de la frustration, de l'inefficacité, et surtout, ça enraye complètement la dynamique de l'équipe. Et tu sais ce qui est pire que tout? Une mauvaise réunion, ce n'est pas juste une heure de perdu dans la semaine, et pourtant, si on calcule le taux horaire des réunions, ça a déjà de quoi faire frémir. Mais sans parler gros sous, ce type de réunion, c'est aussi un signal que tu envoies à ton équipe. Votre temps n'a pas vraiment de valeur, puisqu'on peut le perdre. Votre contribution ne compte pas vraiment. On est là juste pour faire acte de présence. On n'attend rien de plus de nous. Et petit à petit, l'engagement s'effrite. Ok, les gens viennent physiquement, mais mentalement, ils sont complètement ailleurs. Alors comment on va faire pour transformer ça? Je vais te partager une anecdote personnelle. Il y a quelques années, je suis devenue manager d'une équipe qui avait un rituel déjà ancré, sa fameuse réunion d'équipe hebdomadaire. Elle était déjà en place à mon arrivée. Pendant 1h30, chaque membre de l'équipe racontait ce sur quoi il avait travaillé depuis la semaine précédente en format tour de table. Moi, j'étais toute jeune manager, et en plus, cette équipe de 9 personnes était composée de profils qui étaient vraiment très variés. Certains avec des personnalités assez fortes, qui adoraient débattre, qui pouvaient parler 15 minutes d'affilée, et qui avaient des fois un petit peu de mal avec l'écoute des idées autres que les leurs. J'avais aussi des profils très timides, très très compétents, mais qui n'osaient pas prendre la parole spontanément, et surtout face à des gens qui eux, prenaient un peu plus d'espace. J'avais ceux qui étaient là, présents, mais complètement passifs, plus du tout intéressés et qui n'initiaient jamais rien.
Donc résultat, nos réunions hebdomadaires, pour moi, c'était un désastre et du temps perdu. On ajoute à ça qu'elle commençait systématiquement avec 10 minutes de retard, parce qu'il fallait attendre les derniers qui avaient toujours une super raison d'être en retard. Oui, non, mais désolé, en fait, on m'a arrêté sur la route pour traiter un sujet urgent. J'ai découvert à quel point on avait beaucoup de sujets urgents, hein. C'était fou. Les bavards qui monopolisaient donc toute la place, les silencieux qui regardaient leur montre et qui attendaient que ça passe, certains qui avaient leur ordinateur ouvert mais qui faisaient clairement autre chose en même temps, et moi au milieu qui essayais de me dépatouiller et de faire la circulation. Attends, laisse parler un tel. Oh là là, attendez, il faut qu'on avance un peu. On a que 30 minutes, on a encore beaucoup de sujets, etc. Bon, c'était épuisant et en plus, c'était inefficace. Mais un jour, j'ai décidé de changer les règles du jeu. J'ai joué carte sur table, je leur ai expliqué que le fonctionnement actuel ne me convenait pas. Et j'ai instauré quelques règles. Alors, un peu strictes, mais en tout cas non négociables pour vraiment remettre d'emblée du cadre. La règle numéro 1, on commence à 13h30. Ça veut dire qu'à 13h30, tout le monde est assis autour de la table, que la personne qui présente a déjà son ordinateur branché, prêt à projeter, et qu'on attaque la réunion à 13h30. Pas on arrive à 13h35, ou on commence à chercher son PC qu'on a oublié dans une autre salle. Non, non, 13h30, on démarre. La règle numéro 2, on ferme les ordinateurs. Sauf la personne qui présente, évidemment, mais sinon, on ferme. Pourquoi ? Par respect pour ceux qui parlent et pour éviter le multitasking. Si tu ne peux pas être pleinement présent pendant 1 heure par semaine, alors c'est que cette réunion n'a pas vraiment d'intérêt. La règle numéro 3, on se prépare en amont. Cette réunion n'est pas une réunion de travail, c'est une réunion où on fait le point. Donc là, j'ai fait appel à l'intelligence collective pour redéfinir l'intérêt et les objectifs de cette réunion. On s'est donné une semaine pour y réfléchir chacun de notre côté, et puis après on a mis les idées en commun et décidé ensemble d'une nouvelle trame pour la réunion. Pour faciliter tout ça, moi j'ai créé un fichier partagé avec le template de la réunion. Et la consigne, chacun doit noter ses sujets à aborder avant la réunion et mettre directement dans le fichier les visuels qu'il souhaite présenter, les photos, etc. Pas d'improvisation totale, plus de temps perdu pendant la réunion à aller chercher la photo qui est stockée quelque part dans l'ordinateur mais on ne sait plus vraiment où. Ça permet vraiment de structurer, de prioriser et de ne pas perdre son temps à chercher. On a fait ça quelques semaines et déjà le visage de la réunion avait commencé à changer. Mais pour aller encore plus loin, j'ai ressorti un concept que j'avais vu en formation de gestion de projet. Ce sont les rôles délégués en réunion. Je vous laisse chercher sur votre moteur de recherche préféré de quoi il s'agit en détail, mais si je vous résume en quelques mots, on va identifier et dispatcher des rôles et une posture précise à chacun pendant la réunion. Sur cette théorie des rôles délégués, il existe 5 rôles. Moi, dans mon cas, j'en ai utilisé 3. Chaque semaine, donc 3 personnes étaient désignées pour avoir un rôle spécifique. Et ça tournait pour que chacun passe par tous les rôles au fur et à mesure des semaines. Le planning était affiché en tête de notre fameux fichier partagé. Comme ça, pas de surprise, on savait pour les 2 mois à venir qui allait faire quoi à quelle réunion. Je te détaille les postures. La posture numéro 1, c'était le timekeeper. Bon, pas de surprise, le gardien du temps. Son job, c'est de gérer le temps. Donc c'est à lui de dire « Attention, on a déjà passé 10 minutes sur ce sujet, on va devoir avancer. » Ou encore, voilà, aujourd'hui, on a une grosse partie là-dessus, donc il va falloir qu'on y passe un peu moins de temps pour pouvoir aborder ce gros sujet après. Et là, ce qui est magique, c'est quand celui qui parle beaucoup d'habitude se retrouve timekeeper. Parce qu'il se rend compte de ce que c'est que de gérer le temps. Et il comprend la nécessité d'être concis dans ses prises de parole. La posture numéro 2, c'est l'animateur. C'est lui qui va ouvrir la réunion, qui présente l'ordre du jour, qui projette son écran, qui va donner la parole et arbitre les débats si jamais ça part en vrille. Et là, les profils timides, ils sont obligés de prendre la parole, de s'affirmer et de dire « Ok, c'est super intéressant, mais je suis désolée, on va devoir passer au sujet suivant. » Au début, clairement, c'est difficile pour eux, mais au bout de quelques semaines, ils ont gagné en confiance. La posture numéro 3, c'est celle du scribe, celui qui va rédiger le compte-rendu. Donc il prend les notes pendant la réunion, et en fin de séance, il reformule les décisions, les actions à faire, et il envoie le compte-rendu à tout le monde. Ça permet de s'assurer qu'on a bien compris. Si le scribe dit « Ok, donc Loïs s'occupe de relancer le client d'ici jeudi », et qu'en fait ce n'est pas ça, eh bien l'équipe va rectifier tout de suite en disant « Non, non, c'est Clark qui va faire ça. » Plus de « Ah mince, mais je croyais que c'était toi qui devais le faire. » En plus, le rôle du scribe avait été grandement facilité par notre fameux fichier où les sujets étaient déjà inscrits à l'avance. Il n'avait plus qu'à compléter la colonne de droite, qui était la colonne échange et décision prise. À l'heure où la plupart de vous enregistrent les réunions et font rédiger le compte-rendu à une intelligence artificielle, j'avoue que je milite encore pour des comptes-rendus manuels. Je suis un peu old school.
Mais je trouve que ça permet vraiment plus d'implication dans la réunion et surtout de ne pas recevoir une tartine rédigée par une IA que personne ne relira plus jamais. Mais vraiment, voilà, d'avoir un template où on sait exactement ce qu'on attend. Je préfère 3 bullet points qu'on a décidé ensemble et qui vont m'être vraiment utiles que des tartines que je relirai plus jamais. J'en reviens à nos moutons. Donc ces rôles-là, chaque semaine, ça tournait. Et tout le monde passait par tous les rôles. Ça a eu des effets incroyables. Alors attention, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, ce n'est pas un bouton magique qui révolutionne tout en une fois, mais au fur et à mesure des semaines, la dynamique en réunion a complètement changé. Les bavards ont appris à être plus concis parce qu'ils avaient vu à quel point c'était difficile de gérer le temps quand quelqu'un monopolise la parole. Les timides ont pris confiance parce qu'ils ont été obligés de prendre la parole et qu'ils ont vu aussi qu'il ne se passait rien et que l'ensemble du groupe était plutôt bienveillant avec eux. Les passifs se sont impliqués parce qu'on leur a donné des responsabilités concrètes et donc ça a recréé de l'engagement. Et globalement, tout le monde s'écoutait mieux parce qu'on avait posé des règles claires de respect mutuel. Et d'ailleurs, de l'empathie, de la bienveillance et de l'humour se sont invités dans l'histoire. On avait des réflexions du type Hé, Timekeeper, fais gaffe, regarde le temps, on est en train de dépasser. Ou alors Oh Clark, je te propose d'avancer un peu plus vite sur le sujet parce que regarde, on va être juste pour la fin de la réunion. Ou encore le scribe qui redemande Oula, attendez, on est allé un peu vite, est-ce que l'un de vous peut me reformuler les 2 points clés que je dois noter? Et du coup, ça devient hyper participatif. Certes, ça a obligé certains à se challenger, à trouver des astuces. Par exemple, j'ai un collaborateur qui mettait un chronomètre avec une musique pour indiquer la fin de chaque partie quand il était timekeeper, parce qu'il avait peur de se laisser embarquer dans la discussion et de ne plus faire attention. Et du coup, ça leur a permis de développer à chacun des nouvelles postures dans cette réunion, mais bien sûr des postures qui leur ont servi aussi dans leurs approches avec d'autres parties prenantes de l'entreprise et dans d'autres réunions. Donc on est passé d'une réunion un petit peu corvée hebdomadaire à finalement des moments collectifs qui étaient assez enrichissants pour tout le monde. Évidemment, une fois que ça a bien tourné, j'ai eu d'autres idées, donc j'ai proposé d'ajouter un truc un peu fou. On a créé une section Success Story de la semaine en anglais. Pourquoi en anglais? Eh bien parce qu'on bossait dans une multinationale et l'anglais c'était un vrai bloquant pour certains. Ça les empêchait de s'impliquer dans des projets de plus grande envergure. Du coup, chaque semaine, on commençait par la petite victoire de l'équipe. On cherchait ensemble et en anglais, pendant 5 minutes max, on se mettait d'accord sur la victoire de la semaine. Alors au début, on va pas se mentir, c'était hésitant. Certains avaient peur de faire des fautes de grammaire ou avec leur accent. Et je plaide coupable parce que clairement, c'était pas mon point fort, l'anglais. Mais on avait posé le cadre. Ici, c'est une safe place, on ne juge pas, on s'encourage les uns les autres. Et en plus, j'ai décomplexé tout le monde, puisque comme je vous disais, c'était pas mon point fort, donc mon propre anglais était vraiment pas terrible. Et en fait, je me suis astreinte, surtout au début, à prendre souvent la parole, à lancer mes phrases comme je pouvais, et donc à faire des fautes que mes collaborateurs corrigeaient par eux-mêmes. Je leur ai même partagé mes propres anecdotes d'erreurs de traduction que j'avais pu faire dans des réunions plus importantes avec tout le gratin, où je m'étais tapé un petit peu la honte, soyons clairs. Bon, si vous êtes sage, un jour je vous raconterai peut-être cette histoire. Mais le fait est que ils m'ont vu complètement décomplexée sur le sujet, et ça a créé l'espace pour que eux aussi osent se lancer. 3 mois plus tard, tout le monde avait progressé en anglais, un peu sur le vocabulaire et la grammaire, mais surtout sur le fait d'être à l'aise pour prendre la parole en anglais à l'oral, même en faisant des fautes. Et en plus de ça, on a créé une culture de la célébration des petites victoires. Nos réunions commençaient toujours par du positif. Et ça change beaucoup de choses. Tu t'en doutes, ta mission de la semaine, ça va être de tester les rôles délégués. Donc voici les 3 postures minimum que je te conseille pour transformer tes réunions. C'est le timekeeper, donc celui qui garde le temps, qui rappelle les contraintes horaires et aide à être concis. L'animateur, celui qui donne la parole, qui cadre les débats et fait respecter l'ordre du jour. Et le scribe qui va prendre les notes, reformule les décisions et assure le suivi. Tu peux ajouter d'autres postures selon tes besoins, par exemple la posture de l'avocat, qui va être là pour challenger toutes les idées, pour éviter la pensée unique dans le groupe, une posture de gardien de l'humeur, par exemple, qui va être celui qui veille à ce que tout le monde se sente bien et qui va détecter si quelqu'un se met un peu en retrait dans la réunion pour lui redonner de la parole. La posture de maître des actions, qui va être là pour vérifier que les actions de la semaine dernière ont bien été faites. En gros, tu peux inventer tes propres rôles. On peut sortir du cadre des rôles délégués qui existent et qui sont déjà définis. Il faut juste partir de ton propre besoin et qu'il y ait un vrai but derrière. Parce que sinon, ça devient du grand théâtre.
Si c'est inventer des rôles pour inventer des rôles, ça n'a aucun intérêt. Soit on va tomber dans de la comédie et ça va pas embarquer les gens, soit on va tomber dans une usine à gaz et ça va désengager tout le monde. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de commencer simple, comme toujours. Timekeeper, animateur, scribe, c'est tout. Et donc concrètement, comment tu vas faire ça? Première étape, tu vas identifier la réunion d'équipe récurrente sur laquelle tu as envie d'agir, une qui revient chaque semaine ou chaque mois, et avec les mêmes acteurs. Tu vas réunir ton équipe, tu vas leur expliquer pourquoi tu veux mettre ça en place. Alors on est d'accord, hein, on n'arrive pas en disant bon écoutez nos réunions c'est le bordel donc maintenant ça sera comme ça. Ok, on est sur du participatif. Donc on va leur dire plutôt ok, moi les réunions elles me conviennent pas, je voudrais qu'on ait des réunions où tout le monde puisse s'exprimer, où on se sente efficace et où on sorte avec des actions claires. Et donc pour ça, je vous propose de tester tel système. Je te conseille d'en profiter pour remettre à plat les règles de base, donc sur le fait de commencer à l'heure et que après l'heure, ce n'est plus l'heure. On ferme les ordinateurs et les téléphones et on se prépare en amont. Ton étape 2, ça va être de créer le planning de rotation. Donc là, tu fais un petit tableau simple. Semaine 1, Tartampion sera le timekeeper, etc., etc. Tu peux le faire de manière aléatoire ou alors tu peux le faire de manière stratégique. C'est-à-dire mettre un bavard en timekeeper, un timide en animateur. Mais moi, je trouve qu'il y a plus d'engagement quand on commence plutôt par ceux qui ont une facilité dans le rôle pour ouvrir la voie pour le suivant. Pour moi, si on met directement en animateur un grand timide, bah voilà, il va être pas très à l'aise, alors que s'il a déjà vu des collègues le faire une ou deux fois, bah voilà, ça lui permet de se projeter et que ce soit plus facile pour lui la première fois qu'il va le faire. L'étape 3, ça va être de tester pendant un mois, parce que ce que je te disais, c'est que une seule fois, ça sera pas magique. Donc il faut le faire quand même de manière récurrente. Donc les premières fois, ça sera maladroit, hein. C'est complètement normal. Le timekeeper va oublier de regarder l'heure, l'animateur va hésiter à couper la parole à ses collègues, le scribe va écrire soit beaucoup trop, soit pas assez, on ne pourra rien faire de son compte-rendu. Mais c'est pas grave. Après 3 ou 4 semaines, en général, ça devient fluide et l'équipe trouve son rythme de croisière. Et l'étape 4, comme toujours, ça sera de faire un bilan. Au bout d'un mois, tu regardes avec l'équipe. Ok, ça nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on ajuste? Qu'est-ce qu'on rajoute? Et là, bah, tu t'adaptes. Et là, je te garantis que personne n'aura envie de revenir aux réunions d'avant. Les réunions d'équipe, ce ne sont pas juste des moments pour partager de l'info, ce sont également des moments de construction collective, de cohésion et d'appartenance. Quand tu donnes à chacun un rôle, une responsabilité, tu vas créer de l'engagement. Quand tu poses des règles claires de respect mutuel, tu vas créer un cadre de confiance. Et quand tu célèbres des victoires ensemble, tu vas créer une culture. Mes réunions sont passées d'une corvée à un moment fort de la semaine. Pas parce qu'on a fait des trucs compliqués, mais parce qu'on a tout simplement structuré avec humanité. On fait un petit break pour la période de Noël, parce que j'espère que tu auras autre chose à faire que d'écouter mon podcast le 24 et le 31 décembre. Du coup, on se retrouve le 7 janvier pour le prochain épisode. En attendant, passe de belles fêtes, et je te dis à très vite dans le cockpit. On se retrouve très vite dans le cockpit. En attendant, gardez le cap.